Bonjour à tous, bienvenue dans Singularity Marketing pour cette nouvelle vidéo. Un sujet qui est hyper important, c'est ce que je fais généralement ici, je traite de sujets qui me parlent. D'ailleurs, j'ai eu un collègue, un ami il y a pas longtemps, il y a quelques jours, qui m'a posé la question de savoir comment je trouvais mes sujets ou qu'est-ce qui m'inspirait. On a discuté de ça et je lui disais, en fait, c'est souvent des observations, des choses qu'on me racontait, des choses que j'observais autour de moi. Et puis aussi des choses que j'ai vécues. Et il s'avère que la manière dont le marketing, je le pratique aujourd'hui, a aussi été influencé par ce que j'ai fait dans ma carrière par le passé. Et c'est le cas de beaucoup de gens. Et il y a un truc que j'ai beaucoup constaté, c'est que j'ai à la fois évolué dans des secteurs très marchands, économiques classiques, et à la fois dans le secteur des industries culturelles. Et j'ai souvent, dans le secteur de l'industrie culturelle et notamment dans l'industrie musicale, constaté en fait une vision du marketing qui était en gros celle qu'on peut retrouver dans chez pas mal de gens, notamment dans dans le grand public. Qu'en gros, si je schématise et ce que vous entendez aussi, j'imagine au quotidien, c'est que le marketing, c'est de la manipulation, l'expression pure, l'expression vraiment de ce qu'est l'être humain, c'est dans l'art, c'est dans la culture que ça se situe. Donc cette opposition entre d'un côté quelque chose qui serait noble et de l'autre côté quelque chose qui sera finalement un peu sale ou méprisable. Et en fait, cette opposition en France, elle est vraiment gravée dans le marbre. C'est-à-dire que d'un côté, on a l'artiste pur qui va créer, et de l'autre côté, on a le marketeur qui va vendre. Et il y en a un qui donc touche à quelque chose qui a trait à ce qui est le fondement même de l'être humain, ce que je nie pas du tout, évidemment, la créativité, et l'autre ne s'intéresserait qu'au portefeuille, qu'à l'aspect transactionnel et commercial des choses. Ça, c'est un peu l'analyse qu'on peut voir partout. Moi, j'ai passé pas mal d'années dans l'industrie musicale en tant qu'amateur puis en tant que professionnel. Et en fait, j'ai vu un truc dont personne ne parle vraiment, c'est que l'artiste qui fonctionne même pas que à des énormes échelles, à des échelles professionnelles, en fait, ça reste un artiste qui fait des choses qui se rapprochent pas mal de ce que fait une marque qui engage des publics et engagent ses consommateurs. Finalement, ils font presque la même chose. Ils prennent le même type de risque, ils utilisent quasi les mêmes types de leviers. Et ce levier, il a un nom que personne n'ose prononcer vraiment côté marketing, et c'est de ça dont on va parler maintenant. Pour ceux qui me connaissent pas, j'ai donc beaucoup évolué dans le secteur de la musique depuis l'adolescence. J'ai participé à des projets amateurs, j'ai beaucoup écrit, j'ai rencontré, puis ensuite j'ai créé une agence marketing dans l'industrie musicale pendant quelques années avec des associés. Donc j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes, avec des labels, avec des producteurs de spectacles, avec des producteurs de festivals, et j'ai toujours constaté un truc qui m'a vachement marqué dans le marché français, c'est que on rencontre souvent des artistes qui ont potentiellement le même talent technique, les mêmes types de moyens, des labels analogues, des tailles analogues, même type d'exposition. Mais il y en a un qui va vraiment remplir les salles et qui va attirer les foules, et l'autre, il va jouer devant 50 personnes, quoi. Et ça, c'est vraiment des patterns qu'on retrouve assez régulièrement. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la différence dans ce secteur-là, elle se fait pas que dans la musique, évidemment. Elle est aussi dans ce que l'artiste accepte de montrer de lui, quelque part. Alors, le but est pas de se mettre en scène, mais c'est plutôt, en fait, d'utiliser ce qu'on est et ce qu'on perçoit, ce qu'on ressent, et de l'exprimer. Et donc, en fait, l'artiste fonctionne un peu comme ça, c'est-à-dire il se met à nu quelque part, pas au sens littéral évidemment, mais au sens très émotionnel du terme. Et il dit quelque chose de vrai, et en fait pour lui c'est une sorte de prise de risque en fait, parce qu'il va aller livrer des émotions, des pensées personnelles qui passent à travers sa musique, peu importe d'ailleurs, ça peut être n'importe quel type d'art aujourd'hui. Au final en fait il va aller exposer une sorte de fragilité ou une conviction, une part de lui qui contrôle pas totalement, mais qui va essayer d'exprimer. Donc c'est ce qui crée en fait la résonance avec le public, c'est que le public en face s'y retrouve, ça évoque les mêmes types d'émotions ou des émotions différentes. Mais le public, il s'attache pas qu'à la technique, il s'attache à ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire, en fait, la technique est mise au service de quoi? Au service d'une forme d'expression pure, de vérité émotionnelle, on va dire. Et cette vérité-là, elle se fabrique pas. D'où elle vient? Elle vient essentiellement d'une vraie prise de risque. Alors, je vous ai exprimé ça en fait, et j'ai essayé d'expliquer ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, en France, on oppose souvent l'art et le marketing comme si c'était deux choses très différentes. C'est une vision culturelle et historique, et c'est pas forcément évident et c'est pas forcément 100% rationnel et normal. C'est une construction, je pense, culturelle, peut-être hérité, je sais pas, d'une vision un peu romantique de ce qu'est l'artiste, une sorte et on le voit aussi beaucoup dans la littérature ou dans le cinéma, des génies solitaires qui seraient désintéressés, qui créeraient pour créer, enfin, qui a vraiment cette espèce de mission qui le dépasse, et qui veut pas se compromettre avec l'argent. Ça aussi, c'est un élément très important dans notre culture. Et puis, de l'autre côté, on a le marketeur, le commercial qui est là pour vendre, qui calcule, qui manipule, qui transforme tout, qui prend un produit, et voilà. Et en fait, cette opposition, finalement,
je peux dire que en quelque sorte, elle va arranger un peu tout le monde parce que côté artiste, certains, alors pas tous évidemment, je ferai pas des généralités, mais vont se draper un peu dans cette posture-là. L'autre côté, t'as le marketeur qui se cache un peu derrière ses KPIs, mais pour les deux, en fait, finalement, c'est un peu une sorte de mensonge un peu confortable. C'est-à-dire que, d'un côté, en fait, l'artiste qui se cache là-dessus, mais qui refuse de penser à son audience, qui refuse de penser au fait qu'il a besoin de monétiser ce qu'il fait. Et en fait, c'est un gros mot dans pas mal d'industries culturelles, mais c'est une réalité pour survivre, vivre de son art et pouvoir se développer et pouvoir en vivre vraiment concrètement. Il faut arriver à penser un peu à son audience, c'est-à-dire à toucher des gens. Et on peut toucher des gens au hasard, mais on peut pas toucher des gens au hasard dans la durée. Donc, il y a forcément une part de réflexion à avoir de ce côté-là. Mais de l'autre côté, le marketeur qui refuse d'aller sur le terrain un peu émotionnel, en fait, il va lui aussi engager personne. Et c'est là qu'en fait, les deux profils vont se rencontrer, c'est que le côté très censément rationnel, commercial pur du marketeur a besoin de se diriger en fait sur ce segment beaucoup plus émotionnel et de faire cette prise de risque. Pourquoi c'est important ce sujet-là, c'est que quelque part le snobisme français envers le marketing, c'est pas juste de l'exigence de pureté, c'est juste en fait de l'ignorance, mais qui est pas méchante, mais qui est une vraie ignorance, c'est-à-dire qu'en fait il y a vraiment une incompréhension sur ce que ça veut dire d'engager des consommateurs, d'engager des clients, d'engager des gens qui nous suivent, qui nous aiment. Si vous êtes vous-même marketeur et que vous le savez, en fait, c'est cette difficulté-là. Alors, il y a aussi parfois une forme de mépris, et ça, j'en ai vu beaucoup. Comme si, en fait, l'aspect culturel avec cette pureté-là, c'était le bon goût. Et puis, en fait, dès qu'on passe dans le marketing, on tombe dans le mauvais goût, en fait, finalement, quelque part. Alors que finalement, on peut tout à fait se dire qu'on peut créer quelque chose de beau qui veut être vu, et on peut avoir un message qui cherche à résonner. C'est-à-dire, en fait, les deux s'opposent pas forcément. À mon sens, en tout cas, la bottom line de ça, c'est quoi? C'est que l'intention commerciale pure vient pas annuler la sincérité. Parfois oui, mais souvent non. Mais par contre, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met cette sincérité à l'épreuve. Pour revenir du coup plus près des logiques marketing et des problématiques qu'on traite, en fait, c'est quoi? C'est que moi, ce que j'ai compris en travaillant un petit peu dans la musique, c'est que l'engagement, le vrai, qui est vraiment au cœur d'un engagement sincère, il y a un seul mécanisme en fait derrière, c'est la manière dont l'artiste va se dévoiler, va parler de lui, va se révéler en fait quelque part. Celui qui monte sur scène ou celle qui monte sur scène, elle prend un risque. Il ou elle s'expose, il montre quelque chose de lui ou d'elle, il sait pas comment ça va être reçu, et c'est ça en fait qui crée la connexion. Le public va sentir qu'il y a quelque chose de particulier, de singulier, je vous renvoie à Singularity, de personnel, et il y a quelque chose qui est en jeu en fait. Si on transpose ça au marketing, quelque part une marque qui communique sans prise de risque, qui dit ce que tout le monde dit, qui reste dans le consensus, le safe, ce qui est validé, ce qui est entendable, finalement, elle va pas toucher grand monde, elle va toucher quelques personnes, mais ça va rester assez confidentiel. Et donc, au final, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ce qu'on observe beaucoup sur les réseaux, dans les stratégies marketing qui sont plus ou moins bien pensées, c'est que on se limite à faire du bruit, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas de vraie résonance. Et je pense que les marques qui arrivent vraiment à dépasser ce step-là, c'est qu'il y a une forme de prise de risque dans les angles qui sont pris, dans les stratégies, la manière de les appliquer, peut-être dans l'exécution, c'est-à-dire la manière d'exécuter, les canaux qui sont choisis, les formats qui sont relevés. Il y a cette prise de risque. Et je pense que si on ne va pas sur ce terrain-là, c'est-à-dire que si on ne duplique pas ce que peut faire un artiste ou en tout cas un acteur comme ça d'industrie culturelle, si on réplique pas ça dans une marque, on passe à côté et c'est beaucoup plus difficile en fait d'engager une audience. Même si on est sur des segments B2B un peu techniques, il y a forcément cette composante. Finalement, en fait, c'est quoi la bottom line de tout ça? C'est que les marques qui marquent, sans jeu de mots, c'est que c'est celles qui vont aller oser, en fait, quoi. C'est celles qui vont dire quelque chose de différent, voire de surprenant, voire qui vont un peu nous pousser, nous provoquer, en fait, quelque part. C'est vraiment ça, en fait. Et c'est pas juste du cynisme. C'est juste une forme de vulnérabilité ou de transparence, mais utilisée stratégiquement. C'est-à-dire pas la transparence pour être transparent à tout bout de champ, parce que ça a pas de sens, puis c'est pas possible. C'est de la vulnérabilité stratégique dans la manière dont c'est utilisé. Et qu'est-ce qu'on retient de ça, en fait? Que ce soit l'artiste ou la marque, il y a quelque chose qui est en jeu. Et c'est ça que le client, il perçoit intuitivement sans se le dire, en fait. Il y a une conviction, il y a une vision, il y a une manière de voir le monde, de voir son marché, de voir son activité ou de défendre tout simplement quelque chose avec un point de vue, en fait, tout simplement. Voir un point de vue qui peut être rejeté, c'est-à-dire face auquel on peut ne pas être d'accord, mais c'est ça, en fait, qui va créer la tension et qui va créer plus loin, tension, mais l'attention aussi en L'. L'artiste qui, en fait, se protège trop, il va toucher personne.
et à la fois la marque qui risque rien n'engage pas. Dans les deux cas, c'est la même mécanique et c'est le même type d'engagement. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça concrètement? Là, je vous ai fait une grosse théorie à ma sauce, mais en fait, il y a 3 trucs, moi, qui me semblent importants dans la bottom line de tout ça. C'est que, 1, faut arrêter de croire que le marketing efficace, c'est quelque chose qui est lisse, consensuel. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est admis parmi les professionnels du marketing, mais parfois on a du mal à l'exprimer et surtout on a du mal à avoir des messaging validés, une légère prise de risque en tout cas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout ce qui est safe ne va pas performer dans notre métier. On le sait parce qu'on se retrouve dans la moyennisation et le nivellement, soit par le neutre, soit voire par le bas. Ça va rassurer en interne, mais en fait, ça va pas produire grand-chose. Le deuxième point, c'est que il faut accepter que pour créer de l'engagement, il faut aller prendre un risque. Alors pas un risque financier ou un risque de boîte, mais une sorte de risque éditorial quelque part. C'est-à-dire, il faut dire quelque chose, avoir un vrai point de vue, assumer une aspérité. C'est ça, au fait, qui construit un mot qui m'échappe, qui est la singularité. C'est d'assumer ce truc-là, mais il faut que cette aspérité-là soit stratégiquement réfléchie et qu'elle soit en cohérence avec ce que vos clients, votre audience, le public veut, peut ou est en capacité d'accepter, même si ça vient le bouleverser un peu dans ses croyances. Et troisième point, je pense qu'il faut arriver, alors ça c'est un truc qui est difficile, même moi j'ai du mal à le faire au quotidien, mais c'est des choses importantes, c'est d'arriver à réhabiliter un petit peu l'émotion comme un vrai levier business. J'avais écrit dessus il y a quelques semaines sur LinkedIn à ce sujet-là, parce que je pense que c'est un sujet important, a fortiori dans les segments B2B où on a peur d'y aller, mais en fait l'émotion c'est pas forcément cosmétique, c'est pas juste du storytelling creux en fait, c'est partager une vérité qu'on ose exprimer. Voilà, c'est ça que j'appelle l'émotion. Et en fait, en 2026, finalement, le marketing qui vraiment fonctionne, c'est celui qui va. On n'est pas là pour optimiser des tunnels de conversion, on n'est pas là pour aligner des outils, on n'est pas là pour faire fonctionner l'IA et je sais pas quoi. En fait, on est là pour créer une résonance, c'est-à-dire d'envoyer des messages, d'envoyer des formats et d'entrer en résonance avec des audiences. Ça fait un peu gourou, mais c'est un peu ça l'idée en fait. C'est vraiment de créer cette résonance-là. Et cette résonance, il faut mettre un petit peu de soi, un petit peu de sa marque en jeu pour que vraiment elle existe. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Moi, je retiens un truc qui est clair et auquel je pense au quotidien par mon expérience, c'est que l'art et le marketing sont pas foncièrement opposés. Je pense qu'il faut sortir de cette vision un peu binaire des choses qui est très française. Pour moi, c'est un peu les deux phases d'une même approche, d'une même quête, d'une même mission, c'est de parvenir à toucher quelqu'un, en fait, finalement. Et du coup, la différence, elle se fait pas forcément dans le fait de qu'est-ce qui est noble et qu'est-ce qui est moins noble. C'est juste d'avoir le courage d'exécuter ce qu'on pense et ce qu'on perçoit en termes de vision sur son marché où on est. Si on se cache en tant qu'artiste ou créateur derrière sa technique, on va manquer le public, c'est sûr et certain. Mais tout comme le marketeur qui va se planquer derrière ses datas, en fait, il va pas aller au contact de son audience. Dans les deux cas, on fait la même erreur. C'est quelque part refuser le risque de partager une forme de vérité, une forme de transparence, qui est en fait le seul truc à la source de l'engagement de n'importe quelle audience dans n'importe quel marché. Merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur Singularity Marketing. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à en parler autour de vous. J'essaye de vous proposer des vidéos avec des réflexions qui me sont propres, des trucs qui me touchent. Là, pour le coup, j'essaie de m'appliquer à moi-même ce que je viens de vous exprimer. Et puis surtout, d'aborder le marketing d'une manière un petit peu différente, mais qui a du sens et qui nous permet de nous améliorer tous dans la manière de le pratiquer. Merci à tous et tous. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à noter, à poster vos commentaires, à m'écrire si vous voulez poursuivre la discussion. Je suis évidemment disponible. À très bientôt.